Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire, donc, thématique sur laquelle nous avons l'habitude de vous proposer cette thématique, et donc celle de la sous-traitance dédiée aux organismes donneurs d'ordre qui proposent des actions de formation au travers du dispositif EDOF, donc sur le financement CPF. Une première question avant de passer à la suite de la présentation: quelle est la qualité du son et de l'image? J'invite à répondre directement dans le chat. Alors, merci pour vos retours. De mon côté, il me semble que j'ai un léger écho. Peut-être Christophe, si tu peux revenir sur l'autre micro que tu avais activé tout à l'heure. Compris. Voilà, il me semble que voilà. Est-ce que c'est mieux? Ouais, tout super. Parfait. Donc de mon côté, pour le son, c'est parfait, et je vois que du côté des participants, la qualité est parfaite aussi. Donc nous pouvons passer à la suite. Avant de démarrer donc dans le vif du sujet, je vous présente ces 4 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Donc les personnes qui, ont pour habitude d'assister à nos webinaires, je pense que vous les avez déjà vus à plusieurs reprises. Donc il y en a 4. Le premier geste est de couper votre téléphone, en tout cas de le mettre en mode silencieux pour éviter d'être perturbé par les sonneries ou les notifications. Le deuxième geste concerne, l'utilisation d'un premier onglet que vous avez à votre disposition, celle du chat que vous avez déjà utilisé pour, me faire vos premiers retours sur la qualité du son et de l'image. Donc je vous invite à maintenir cette utilisation pour échanger entre vous et aussi nous faire part de vos remarques, d'observations sur le contenu de la présentation. Et d'un autre côté, le troisième geste, donc cette fois-ci qui concerne l'onglet questions. Donc comme son nom l'indique, dès que vous avez une question sur le contenu de la présentation pour avoir davantage d'informations sur un sujet, utilisez cet onglet pour que l'on puisse identifier votre question et permettre aussi aux autres participants de pouvoir voter pour votre question. L'intérêt aussi pour vous, c'est d'avoir un ordre de priorité dans les questions et plus de chances d'avoir une réponse, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et quatrième et dernier point, la concentration. Donc concentration sur le support de présentation, mais aussi sur, la voix des intervenants pour, avoir une compréhension optimale, la plus optimale possible de la présentation et de nous éviter de répéter plusieurs fois les mêmes informations. Alors je suis aujourd'hui présent et pour la première fois, il me semble, avec Christophe, directeur des opérations. Donc Christophe, je te laisse te présenter. Alors tu es en mute, Christophe. Oui, pardon. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour Thomas. Merci à tous. Je suis Christophe Bogat. Je suis le directeur des opérations de ICPF. Je suis au sein de l'ICPF initialement depuis 2015, où j'occupais des fonctions d'assistant à la certification, des fonctions commerciales, avant Calliope, avant Datadoc, sur la commercialisation de notre certification de personne physique, ICPF Pro. J'ai ensuite poursuivi mes activités, le développement de mes activités à l'étranger, avant de revenir depuis maintenant 2 ans au sein de l'ICPF en tant que directeur des opérations. Donc, j'ai pratiqué la formation professionnelle dans mes différentes activités. J'étais au contact terrain de vous, consultants, formateurs, indépendants, organismes de formation. Et aujourd'hui, je manage l'équipe opérationnelle sur la partie commercialisation, et justement, je suis encore là sur le terrain avec vous pour comprendre votre activité, comprendre votre contexte, vos besoins également liés à des démarches qualité, liées à la valorisation de votre activité. Merci Christophe. Et donc Christophe, présent en tant que remplaçant, du président qui était initialement prévu sur l'intervention. Donc je pense que vous avez dû, voir, le portrait de François qui était présent dans les emails ou les publications, suite à un événement, imprévu. Donc Christophe remplace François et pourra donc présenter le sujet de la sous-traitance à mes côtés. Donc je suis, pour me présenter, pour ma part, Thomas Talby,
responsable marketing opérationnel depuis 2021 au sein de l'équipe ICPF. Donc j'ai, pu, obtenir une maîtrise de l'écosystème de la formation professionnelle au travers de cette expérience avec ICPF, donc aussi qui passe par le contact, auprès de professionnels comme vous, dans le cadre de votre activité pour, vous informer, dans le cadre de votre démarche qualité et sur la mise en avant aussi, de vos certifications, comme notamment au travers de la certification Calliope. Alors, je suis aujourd'hui votre animateur. Je vais pouvoir intervenir sur le sujet de la sous-traitance en formation avec Christophe et surtout vous donner la parole sur les différentes slides, puisque l'objectif est aussi d'avoir de l'interaction sur ces différents sujets qui va permettre de nourrir l'échange. Alors, je vous présente la répartition en termes de slides sur ce support, répartition en 5 temps. Première partie dédiée à la présentation de ICPF, notamment pour les organismes, qui ne nous connaissent pas aujourd'hui ou managers d'organismes de formation. Deuxième partie sur la réglementation, donc on va rentrer plus, rapidement que sur les thématiques précédentes sur le sujet, du décret, hein, qui est paru, en fin d'année 2023. Troisième partie sur la sous-traitance en formation professionnelle. Quatrième partie sur l'engagement, dans ce décret, au travers de votre organisation en tant que donneur d'ordre pour, vos sous-traitants. Et enfin, cinquième et dernier point, les questions-réponses. Donc à savoir que vous avez déjà la possibilité de poser vos questions, et que cette séance de questions-réponses servira à traiter les questions qui n'auraient pas pu, être traitées, tout au long de la présentation. Pour, commencer, sur la présentation de ICPF, où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, ICPF a 30 ans. Nous existons depuis, 1995. Au départ, ICPF a été créé, à partir d'une certification de personnes physiques, qui a évolué au fur et à mesure, des années, de la réglementation. Mais, initialement, l'objectif de la certification qualité par ICPF est de permettre à un intervenant, à une personne physique, qui soit consultant, formateur ou d'autres fonctions en formation ou en conseil, de pouvoir faire reconnaître son expérience au travers de critères qualité. Donc son expérience, la satisfaction de ses clients et aussi, sa partie formation. Et donc, 30 ans après, ce référentiel existe toujours. Donc on a, encore 1 200 certifiés sur ce référentiel et puis une activité qui s'est développée, et sur laquelle Christophe pourra revenir plus en détail au travers de ces, valeurs qui font, de ICPF un acteur unique sur le marché de la certification. En effet, 5 valeurs chez CPF pour vous certifiés. La première, c'est une démarche qui est facilitée, qui est optimisée grâce à notre plateforme Noé. Nous en sommes fiers. C'est une plateforme que nous avons nous-mêmes développée. Elle est donc en constante amélioration continue pour répondre à vos besoins. Cette plateforme est le point central de votre démarche qualité puisque vous pourrez tout faire à partir de cette plateforme, que ce soit la demande, recevoir la proposition, recevoir vos plans d'audit. Vous pourrez même élaborer votre dossier de certification au sein de cette plateforme jusqu'à obtenir votre certificat qui sera également mis à disposition de cette plateforme. La deuxième valeur, c'est la compétence technique. En effet, depuis 30 ans, ICPF, c'est un organisme certificateur expert dans la formation professionnelle. Le troisième point, la troisième valeur, c'est la proximité territoriale. Aujourd'hui, nous sommes sur une stratégie locale. Nous faisons en sorte de vous attribuer un auditeur proche de chez vous qui va pouvoir venir à votre rencontre pour réaliser l'audit. Donc aujourd'hui, 43 auditeurs salariés, 16 auditeurs, 43 salariés, pardon, 16 auditeurs salariés et un peu plus de 90 auditeurs sous-traitants qui couvrent l'ensemble du territoire français. Quatrième valeur, c'est le service client. Là aussi, notre objectif, c'est d'être réactif, répondre à vos questions, vous permettant d'y voir plus clair sur cette démarche de certification et vous accompagner tout au long de la durée de vie de votre certificat. Le service client sur la plateforme, le chat en bas à droite lorsque vous êtes connecté sur votre compte Noé vous permet d'être en interaction avec nos équipes au sein de l'ICPF. Et la dernière valeur, notre réseau. Nous vous mettons en relation un réseau de plus de 7000 certifiés aujourd'hui, avec notamment 5800 certifiés sur la certification Calliope, mais également un club, le club DBE, pour vous permettre de développer votre activité, vous permettre de créer des liens
avec d'autres certifiés, qu'ils soient dans le même secteur d'activité que vous ou dans un secteur d'activité complémentaire afin de créer des liens et de développer le business. Et d'ailleurs sur l'aspect, réseau, nous, préparons le prochain, rendez-vous, en physique, donc, ICPF Networking qui aura lieu le 25 septembre prochain. Alors je vous communique la date, on n'a pas encore effectué de communication officielle par email ou sur LinkedIn, mais on vous en dira à partir de la semaine prochaine. Ce sera l'occasion d'ailleurs de célébrer les 30 ans du CPF, donc un moment, très important pour nous et aussi pour vous puisque, Absolument. une partie d'entre vous, faites partie de l'aventure depuis le début. Donc, c'est l'occasion aussi de, vous remercier pour cela. Alors au travers de ces, 5 valeurs qui font, de ICPF un acteur unique, nous avons aussi, plusieurs offres de certification qu'on va resituer au travers de l'esquai de la qualité. C'est un schéma qui vous permet, de resituer, l'étape dans laquelle vous êtes aujourd'hui au travers, de la certification que vous détenez. Le rez-de-chaussée aujourd'hui se matérialise par, le fait de vouloir le statut en formation professionnelle. Ça se concrétise par une première étape, donc la première marche qui est, l'obtention du numéro de déclaration d'activité, aujourd'hui qui est, un standard, hein, pour, être reconnu officiellement par les acteurs du marché, surtout par le ministère du Travail, également des donneurs d'ordre. La deuxième marche, c'est la certification Calliope, donc une première marche obligatoire pour l'accès au financement, qu'il soit, heu, auprès d'OPCO, auprès de France Travail, auprès des régions. Cette certification aujourd'hui, un niveau standard aussi sur la qualité de l'activité de formation. La troisième marche, c'est, celle du CPF qui, peut être accessible avec Calliope seul, dans certains cas en fonction du périmètre de la certification et pour ce qui est, de l'accès, sur un périmètre plus large de cette marche, il va y avoir, des démarches complémentaires comme, le fait d'enregistrer ces formations, sur la plateforme Enoff, donc au travers de France Compétences ou d'avoir un partenariat avec un organisme qui aurait déjà obtenu le référencement de son offre sur la plateforme. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur ces 2 marches, celle de la certification Calliope marche 2 et celle du CPF marche 3 puisque c'est, le sujet du jour au travers, du décret. Mais pour vous permettre de voir plus loin quand même sur, ce qui peut, être pertinent pour vous en termes de développement, soit en tant que personne physique ou pour votre entreprise, donc la marche 4 au travers de la certification pro, que j'ai présenté en introduction. Donc, en tant qu'intervenant, comment faire la différence? Comment, simplifier la négociation avec, ses clients sur le fait que vous êtes reconnu en tant qu'expert dans votre domaine, et de faciliter la différenciation avec, des acteurs qui feraient la même chose que vous. Et cinquième marche, la marche la plus haute de l'escalier aujourd'hui, au travers de certifications ISO 9001 ou 21001 pour permettre de faire reconnaître le système de management, de la qualité de l'entreprise, pour notamment, développer son business avec des entreprises, grands comptes qui seraient présentes soit en France ou à l'international, pour, faciliter la communication, et leur faire comprendre que vous avez, vous aussi, un système qualité qui est, robuste pour développer vos business. Alors vous avez un premier sondage qui a été partagé, dans, l'outil sur lequel, je vous invite à répondre. Donc vous aurez, 3 sondages tout au long de la présentation pour nous permettre de comprendre davantage votre activité, où vous en êtes dans vos démarches, pour vous informer, du mieux que possible. Donc pour les personnes qui n'auraient pas encore répondu au sondage, je vous invite à le faire. Ce sondage est présent en bas à droite de l'écran. Il y a une notification qui est apparue et si vous ne l'avez pas, je vous invite à cliquer sur le bouton Apps, dans lequel vous avez plusieurs raccourcis et notamment les sondages qui seraient affichés. Alors, je vois les résultats qui défilent au fur et à mesure, et ce qui en ressort pour l'instant, donc, nous sommes en présence, en majorité d'organismes certifiés Calliope, donc à 69 et une partie, d'entre eux sont sur la marche du CPF, donc la marche 3 à 23 et ensuite une autre part plus minoritaire qui, je pense correspond à des, organismes qui sont en train de se créer, donc qui souhaitent obtenir, le statut, plutôt en tant que sous-traitant pour, justement, favoriser leur business avec des donneurs d'ordre.
Alors Christophe, as-tu un commentaire sur ces résultats qu'on a pu, obtenir, au travers du sondage? En effet, Thomas, je constate que s'il y a une grande partie d'entre vous qui êtes déjà certifiés, je présume que vous êtes justement euh, à l'étape où il est important pour vous d'engager vos sous-traitants. Alors l'objectif va être bien sûr lors de cette présentation de vous expliquer un peu plus de façon opérationnelle comment le faire et surtout le contexte réglementaire. Aujourd'hui, votre je dirais, votre implication dans la démarche de certification de vos sous-traitants est particulièrement importante. Vous êtes moteur notamment de cet engagement. On verra également comment mettre cela en place. Alors, on a une première question, alors je vois une remarque aussi: «Je suis organisme de formation et j'engage des sous-traitants. Mon organisme est certifié Qualiopi et je ne suis pas certaine que ce webinaire me concerne finalement». Alors, vous aussi, Emmanuel, vous êtes concerné puisque en tant que donneur d'ordre et que, voilà, vous engagez des sous-traitants, l'objectif pour vous est de savoir si vos sous-traitants sont concernés par, l'obligation d'obtention de la certification et le cas échéant de comment, identifier si ces sous-traitants doivent l'obtenir, puisqu'il y a ça aussi à prendre en compte et après comment les engager dans cette démarche de certification. Donc vous êtes au bon endroit et je vous invite à rester avec nous pour avoir les informations concernant cette partie de la démarche. Et ensuite, une question de Corinne qui a été posée. Donc, enregistrement sur EDOF. Nous avons déclaré notre OF avec nos formateurs, avec les CV pour la Caisse des dépôts. Nous sommes dans l'attente de la Caisse des dépôts durant les 2 mois prochains. Avons-nous l'obligation de faire la preuve que les formateurs sous-traitants soient certifiés? Alors tout va dépendre de leur statut, juridique et du volume de chiffre d'affaires qu'ils réalisent. Mais si, en effet, ils sont concernés par l'obligation, vous êtes en effet concerné par, le fait de faire, hem, d'apporter la preuve que vos sous-traitants soient certifiés, Qualiopi. On va le voir un peu plus, dans le détail de manière concrète avec, les slides qui vont arriver sur, ce fameux décret. Alors dans un premier temps, je vous invite à répondre à la question suivante, avant qu'on rentre dans le détail. Quelles sont vos préoccupations par rapport à la certification Qualiopi des sous-traitants? Pour qu'on puisse ajuster avec Christophe les informations qu'on va vous délivrer. Alors en attendant les réponses, alors je vous invite à les formuler dans le chat directement, sauf si ce sont des questions, à les écrire directement dans le canal questions pour qu'on puisse, revenir dessus. Et Christophe, alors je te passe la parole donc sur, le contenu de ce décret. Donc quels sont les 4 objectifs de ce décret qui est paru en fin d'année 2023? Merci Thomas. Donc, ce décret du 28 décembre 2023, qui est entré en vigueur le 1er avril 2024, a 4 objectifs principaux. Donc, le premier, c'est bien sûr de renforcer les critères que doivent remplir les organismes de formation pour être référencés sur EDOF. Le deuxième, c'est votre responsabilité en tant que donneur d'ordre vis-à-vis de vos sous-traitants. C'est une responsabilité qui est donc mise en exergue et par ce décret. Le troisième point, c'est l'objectif est de mettre fin aux dérives des contournements du portage Calliope, principe dont Thomas parlera durant cette présentation. Le quatrième objectif, c'est aussi, grâce à tout ceci, ce qui est mis en place, c'est de lutter contre les abus au sein de l'écosystème de la formation professionnelle et plus généralement de la montée en compétences. Alors vous avez un aperçu, à droite de l'écran de ce fameux décret. Vous pouvez le retrouver à partir de recherches sur, le site du gouvernement où, nous avons une page donc qui est aussi dédiée sur notre site internet. Si vous tapez, CPF Qualiopi, par exemple, vous retrouverez, dans les résultats cette page qui parle du décret et un lien qui mentionne, ce texte de loi si vous souhaitez l'étudier en profondeur, mais on a préféré vous faire un webinaire dédié à cela, pour vous permettre de comprendre, ce qui est attendu de vous en termes d'exigences par, la gouvernance pour mettre
en conformité votre organisation à partir de la sous-traitance que vous faites de votre activité de formation. Alors, au-delà de ces 4 objectifs, cela se traduit sur 6 points. Donc, l'objectif pour vous en tant que donneur d'ordre est d'atteindre une situation conforme dans la sous-traitance. En 6 points, c'est que chaque action que vous sous-traitez auprès d'un sous-traitant doit faire l'objet d'un contrat de sous-traitance. Ce contrat doit mentionner 6 modalités, donc on les retrouve en haut à gauche. Ça va être le détail des missions, premier point. Ensuite, le contenu et la sanction, donc ce qui va être délivré à la fin de cette formation. Le troisième point, c'est les moyens et les conditions de réalisation et de suivi. Quatrième point, c'est la durée. Cinquième point, la période de réalisation. Et enfin, en sixième point, le montant. Une fois que ce contrat est établi, vous obtenez déjà un premier niveau de conformité sur ce qui est attendu par la gouvernance. Deuxième point, et là ça va rejoindre une question qui a été posée, alors je n'ai plus le prénom sous les yeux, alors je vais le Question retrouver. de Sarah, peut-être? Alors éventuellement question non, question de Marine, peut-être que Sarah a posé la même question, mais je vois que Marine a posé la question. Qu'en est-il des 80-20 pour les Hmm. sous-traitants? Et donc cette règle est, précisée ici. Alors c'est plutôt une règle qui s'applique pour le donneur d'ordre. La règle est donc la suivante: lorsqu'un donneur d'ordre a une activité, de formation au travers de mon compte formation, il ne peut pas sous-traiter la totalité de cette activité en sous-traitance. Donc il doit obligatoirement réaliser 20 de cette activité en direct, donc avec des salariés, pour qu'il soit conforme à la réglementation. Donc j'imagine que c'est de cette, répartition que vous parliez, Marine, 80-20. En tout cas, c'est, ce que je peux ce que je peux vous donner comme information sur, cette répartition. Ensuite, le troisième point, c'est que, la réalisation de l'action de formation par le sous-traitant doit être réalisée par lui directement et non pas être sous-traitée à son tour, puisque là on entrerait dans un modèle de sous-traitance en cascade qui n'est pas autorisé par ce décret. Le quatrième point, c'est que le sous-traitant est certifié Calliope, donc cela va être sous conditions. Les conditions, vous les avez à droite. Donc la première, c'est le statut juridique. Si votre sous-traitant a un statut microsocial, il pourrait ne pas être concerné par l'obligation de certification Calliope. Ceux qui ne seront pas concernés seront donc ceux qui sont au régime microsocial et qui ont un chiffre d'affaires inférieur au niveau que vous avez à droite, donc 77 700 euros. Pour ce qui va être des sous-traitants avec un chiffre d'affaires, euh, enfin déjà un régime qui va être autre que microsocial, ils seront obligatoirement concernés par Calliope. Et ensuite, pour ce qui est des sous-traitants qui vont être au régime microsocial, mais qui vont dépasser ce seuil, ils vont aussi être concernés par l'obligation de certification. Donc ça, c'est pour la partie exception. Pour vous faciliter aussi l'identification de qui est concerné en tant que sous-traitant, vous avez un test de positionnement qui vous a été partagé, donc qui vous permet d'indiquer notamment le type d'action sur lesquelles les sous-traitants interviennent, leur statut juridique et leur chiffre d'affaires pour savoir si vous avez l'obligation de leur demander la certification Calliope. Ensuite, pour revenir donc sur les éléments plus à gauche de l'écran, c'est que le sous-traitant doit être habilité par le certificateur professionnel à pouvoir proposer cette action de formation qui est référencée sur EDOF. Et le sixième et dernier point, c'est que le sous-traitant doit accepter les conditions générales de la plateforme Mon Compte Formation pour pouvoir réaliser donc l'action. Alors Thomas, je rebondis sur une question posée par Sarah qui nous dit, lorsqu'on prend un sous-traitant en formation, doit-il être obligatoirement certifié Calliope ou le MDA est suffisant? Donc ici, nous voyons que Thomas y a très bien répondu par rapport aux critères d'éligibilité liés à la certification Calliope, donc l'obligation de certification Calliope pour votre sous-traitant. Prenons en compte également que le numéro de déclaration d'activité est un prérequis, est une obligation, d'accord, pour qu'il puisse être caractérisé comme organisme de formation et intervenir en sous-traitance pour vous. Donc, à minima, il doit évidemment avoir ce NDA. Et pour revenir aussi sur le point de départ hein, de
de ce décret, on parle bien d'actions éligibles au compte personnel de formation. Si dans votre activité, vous n'avez pas de prestations qui passent par ce financement, vous n'êtes pas concerné par le décret. Donc là, je viens de répondre à l'écrit, notamment à Jérôme qui se pose la question, qui lui n'a pas d'action éligible, au CPF, il n'est pas sur EDOF. Jérôme, vous n'êtes pas concerné par cette obligation de certification pour vos sous-traitants. En tout cas, pas pour l'instant, puisque ce décret concerne uniquement, le CPF, même s'il peut y avoir, des bruits de couloir comme quoi cette, tendance va être, élargie à tout type de financement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, on parle uniquement de CPF. Alors pour revenir sur le contenu de la présentation, qui est concerné par ce décret, Christophe? Alors, en effet, le donneur d'ordre, c'est lui qui est responsable de sa mise en conformité, ainsi que, ainsi que celle de ses sous-traitants. Donc aujourd'hui, dans le cadre du référencement sur la plateforme EDOF, les sanctions courues pour le donneur d'ordre euh, vont donc directement impacter son activité. Il se verra suspendre les financements des prestations effectuées et également déréférencés de EDOF pendant une durée de 6 mois. Alors je vois une question de la part de Michel: «Que signifie le sous-traitant est habilité par le certificateur professionnel?» Alors cela veut dire que, alors quand on parle de certificateur professionnel, on parle de l'organisme donneur d'ordre. Lorsque un organisme donneur d'ordre a une action qui est éligible au CPF, donc elle est enregistrée sur EDOF, et qu'il fait appel à un sous-traitant, il doit renseigner le fait que son sous-traitant a l'autorisation de pouvoir lui-même, délivrer cette action de formation qui est présente sur EDOF, et donc là, il doit habiliter, son sous-traitant. Donc c'est une démarche administrative qui peut se faire. Il y a même des organismes qui, en font un modèle économique, puisqu'il y a certaines, actions de formation qui sont, très demandées, notamment sur le CPF où il y a un accès, au marché, des particuliers, notamment sur, peut-être, le fait de monter en compétences, sur, des sujets pour la reconversion professionnelle. Et bien lorsque, une personne souhaite accéder à ce financement-là, il doit être habilité par, le donneur d'ordre qui est lui-même titulaire d'un certificat. Ensuite, pour reprendre donc sur, la présentation, au-delà de l'aspect responsabilité, il y a également la dimension de contrôle qui rentre en compte. Alors là, l'une des participantes l'avait indiqué, en réaction, c'est qu'elle a, 2 mois, d'une période de 2 mois qui a été, indiquée par la Caisse des dépôts. Donc c'est bien la Caisse des dépôts qui va, effectuer ce contrôle, en tout cas qui est responsable du contrôle qui est fait, puisqu'ils sont responsables du financement du CPF, et sur les dates annoncées par la Caisse des dépôts, c'est que les contrôles vont être effectués sur le premier semestre 2025 et que cela, fera l'objet d'un formulaire de télédéclaration que l'organisme donneur d'ordre devra compléter avant que cette, série de contrôles arrive. Ce qui est observé par la Caisse des dépôts, ce sont toutes les actions de formation qui auraient été, contractualisées à partir de la date d'entrée en vigueur, du décret, donc qui est celle du 1er avril 2024. Donc là, pour les organismes qui n'auraient pas encore engagé, cette mise en conformité, il est urgent de pouvoir démontrer que vous êtes en marche pour, réagir, une fois que ces contrôles seront réalisés par la Caisse des dépôts. Alors on est maintenant sur, la troisième partie de ce webinaire. Donc on vous a fait comprendre, le périmètre de ce décret, donc quelles sont les actions concernées, qui sont les formateurs sous-traitants concernés. Une fois qu'on a vu cela, donc je vois qu'on a eu, une série de questions. On pourra revenir dessus un peu plus tard. Je vais vous présenter, la situation globale de la sous-traitance en formation. Eh bien, la sous-traitance en formation, elle, existe, sous 3 modèles différents.
C'est un modèle qui est en place entre l'organisme donneur d'ordre, donc qui peut être organisme de formation, il peut être CFA, centre bilan de compétences ou centre de VAE. La relation entre le sous-traitant et l'organisme donneur d'ordre, elle va s'établir au travers d'un contrat et d'une facture qui va être émise. Donc, il y a 3 modèles aujourd'hui, dans cette, sous-traitance. Le premier, c'est que le sous-traitant, pardon, est un OPAC. Il a un NDA, est certifié Calliope ou non, et l'intervenant est salarié, auto-entrepreneur ou dirigeant de la structure. Le deuxième modèle, c'est le portage salarial. Le sous-traitant est donc une société de portage salarial. Il a un NDA, il est certifié Calliope ou non, et l'intervenant est salarié de la structure. Et enfin, le troisième et dernier modèle, c'est le portage Calliope, un système qui est remis en cause hein, par ce décret sur le CPF, c'est que le sous-traitant est une société de portage Calliope. Donc, il a la certification, il possède un NDA et l'intervenant sous-traitant, et donc l'intervenant est sous-traitant de la structure. Au travers de ces modèles, donc il y a des changements qui sont à entreprendre en fonction du modèle dans lequel vous êtes, en fonction de l'activité. Et alors je vois une question de Angélique. Que veut dire OPAC? OPAC, cela veut dire organisme de prestation d'actions concourant au développement des compétences. Donc c'est un terme assez long pour dire organisme. Donc vous retrouvez dans cette appellation 4 types d'activités. Donc soit les organismes de formation, soit les CFA, soit les centres de bilan de compétences ou de VAE. Et donc c'est, un ensemble d'organismes que vous retrouvez dans la définition qui est apportée tout en haut de la slide. On voit un peu plus aujourd'hui le terme de PAC, donc prestataire, d'action, plutôt que d'organisme prestataire. Alors Christophe, au vu de ce contexte, et du décret qui arrive, quels sont les problèmes que peuvent poser la sous-traitance? Donc, ce qu'on voit en général, la sous-traitance va amener trois problèmes. Un problème de gouvernance, un problème pour le donneur d'ordre et un problème pour le sous-traitant. Donc, le décret a donc pour objectif d'apporter des mesures hein, pour adresser ces problématiques rencontrées. Et sur cette slide, notre président, François Galinou, a fait une première analyse, a apporté son point de vue par rapport à ces trois problèmes. Donc, voyons ensemble ces problèmes dans l'ordre. Donc, tout d'abord, pour le donneur d'ordre, il y a cette illusion de la capacité de ce donneur d'ordre, une capacité illimitée, qu'il peut aller euh, sélectionner et obtenir à sa convenance plusieurs, plusieurs sous-traitants. C'est lié également au deuxième point, puisque une des problématiques, c'est cette disponibilité des sous-traitants. Hein. Le sous-traitant ne peut pas nécessairement être disponible au moment où le donneur d'ordre en a besoin pour l'animation et la réalisation de la prestation. Troisièmement, on voit la capacité à exercer un programme prédéterminé. Donc là, on parle du sous-traitant. C'est sa capacité, son expertise à effectivement animer et à dérouler cette prestation qui a été contractualisée avec le donneur d'ordre, pardon. Puis ensuite, obtenir le respect des exigences réglementaires et de Calliope. Donc, c'est une responsabilité du donneur d'ordre envers son sous-traitant. Et donc là, on voit que cela peut poser certains problèmes dans le cadre de l'assurance du donneur d'ordre de vérifier cette conformité hein, du sous-traitant à chaque prestation animée par ce dernier. Deuxième problème principal pour le sous-traitant cette fois-ci. Donc, lié à ces prestations en sous-traitance, il y a une charge de travail administrative puisque le sous-traitant doit, dans l'animation de la dite prestation, être en conformité par rapport aux exigences du référentiel Calliope. Il y a également la perception d'une rentabilité faible. D'accord? Donc, il y a un volume de travail en amont et durant l'animation de prestations.
pour cette perception faible, puisque en termes de chiffre d'affaires généré, forcément, il y a une répartition entre le donneur d'ordre et le sous-traitant. Il y a également cette discontinuité de la demande, hein, puisque en tant que sous-traitant, vous êtes forcément impacté par la demande sur votre marché et également la demande liée à la collaboration que vous avez avec votre donneur d'ordre dans le cadre de prestations qu'il dispense. Ensuite, il y a également le fait de satisfaire simultanément plusieurs commanditaires. En effet, un sous-traitant est sous-traitant pour plusieurs donneurs d'ordre. Donc, il a une multiplication des obligations inhérentes à chaque donneur d'ordre, notamment dans le cadre du respect du référentiel, et donc une charge de travail qui est décuplée. Et enfin, principalement pour le sous-traitant, c'est cette obligation d'assurer la qualité au sein des prestations qu'il anime, toujours liée aux exigences du référentiel. Troisième problème, concernant la gouvernance, donc ce que nous voyons, c'est les formes de sous-traitance ne sont pas celles attendues, hein. Il y a je dirais, diversification des types de sous-traitance. Et donc, initialement, cela n'était pas attendu à ce qu'il y ait une adaptation, entre guillemets, du marché pour éviter les exigences réglementaires. Le deuxième point, c'est le donneur d'ordre écran. Donc là, on fait référence à ce dont Thomas a parlé précédemment dans le cadre du portage Calliope. Et le dernier point, c'est la sous-traitance à double, voire triple niveau. Donc là, on fait référence à la sous-traitance en cascade, où évidemment, réglementairement, il n'est pas permis qu'un sous-traitant qui donc euh, sous-traite une activité, une prestation pour un donneur d'ordre, va lui-même sous-traiter à son tour cette prestation à un autre sous-traitant. Merci Christophe pour ce partage point de vue du président. Euh, on va prendre un temps pour traiter quelques questions puisque je vois qu'il y a des interrogations qui se rejoignent En effet, oui. pour vous permettre euh, d'augmenter votre compréhension sur le contenu. Je vous invite aussi en parallèle à pouvoir apporter des votes sur les questions qui vous intéressent le plus, puisque étant donné qu'on apporte un tri sur les questions de cette manière, je vais pouvoir répondre dans cet ordre-là. Alors, je vois qu'il y a encore des interrogations sur le fait de reconnaître le sous-traitant qui est concerné ou pas par l'obligation de certification. Donc ça rejoint plutôt une remarque qui a été faite par Virginie, euh, et de savoir si on doit demander un numéro de formateur et la certification Calliope. Pour ce qui est du NDA, il est obligatoire dès la première action de formation réalisée. Donc, le sous-traitant a l'obligation d'obtenir ce numéro de déclaration d'activité dans tous les cas, et si vous voulez qu'il soit sous-traitant pour vous. Ensuite, pour l'obtention de la certification Calliope, le point de départ, c'est les financements. Donc, si vous, en tant que donneur d'ordre, vous proposez des prestations de formation qui sont éligibles au CPF, vous avez déjà un premier signal qui doit vous alerter et vous dire que votre sous-traitant a de fortes chances d'obtenir la certification Calliope. Donc ensuite, une fois que vous avez identifié le type de financement, il faut prendre en compte le statut juridique du sous-traitant. S'il n'est pas au régime microsocial, il a l'obligation d'obtenir la certification. Et ensuite, si en revanche il est au statut microsocial, il va falloir vous poser la question du chiffre d'affaires. Donc, est-ce que mon sous-traitant réalise un chiffre d'affaires supérieur à 70 700 euros? Et si c'est le cas, il va devoir obtenir la certification Calliope. Donc, il y a trois temps, hein. Le premier, c'est le financement, le deuxième, c'est le statut, et après, c'est le chiffre d'affaires. Si vous prenez ce mode de réflexion, vous devriez pouvoir, je pense, avoir une vision plus claire des sous-traitants que vous avez, sur lesquels vous devez demander et obtenir la certification Calliope.
Alors, j'ai répondu en même temps à la question de Armel qui se demandait, si tous les sous-traitants doivent obtenir un numéro de déclaration d'activité. Oui, donc c'est le cas et quelles sont les exceptions? Hem, alors je c'est une information que je dois vérifier, après le webinaire, mais de mémoire, la seule exception qu'il peut y avoir sur, la demande de NDA, concerne la fréquence à laquelle le sous-traitant va intervenir pour le donneur d'ordre. Il ne faudra pas qu'il dépasse le stade de sous-traitance occasionnelle et ce qu'entend le législateur par occasionnel, c'est, 1 fois par an. Si votre sous-traitant intervient pour vous 1 fois par an, ce n'est pas une obligation. Par contre, si vous êtes sur, déjà 2 interventions par an, on sort du cadre occasionnel, et donc là, l'obligation de NDA est présente. Alors j'ai une question de Alicia ensuite, qui est plutôt spécifique à l'indicateur 27 du référentiel. Alors ce n'est pas la thématique du jour et même si, alors j'avais la réponse, je crains que nous n'aurions pas pu vous la donner puisque, en tant que certificateur, on ne peut pas, vous aider dans la conception, du dossier. En revanche, hem, alors j'imagine que c'est déjà le cas quand même et de reprendre le référentiel et de relire, l'intitulé de l'indicateur, observer donc, des exemples de preuves Mmh. et heu et de chercher, Mmh. éventuellement des informations sur, d'autres sites qui pourraient vous aider dans la réponse. J'appuie le retour de Thomas. En effet, comme vous le savez, sur le référentiel, vous avez vraiment l'explication de l'indicateur, l'attendu, mais également les exemples de preuves, ce qui vous donne une information plus précise, à savoir qu'est-ce que je dois fournir comme type de preuve, sachant que vous pouvez fournir plusieurs types de preuves pour un même indicateur. Cela signifie que il n'y a pas une preuve égale un indicateur. Donc, les exemples de preuves qui vont être cités au niveau de l'indicateur 27 vont vous donner de la matière pour vous permettre euh, d'appuyer votre réflexion et de savoir justement quoi fournir sur cet indicateur. Alors, autre question qui a été posée par Nadine au début de la présentation. Bonjour, j'aimerais savoir à quel moment il faut sélectionner un formateur certifié Calliope et quels sont les documents obligatoires à demander? Alors je pense que, pour la première partie de la question, c'est plutôt clair puisque j'ai répété cela. Après si besoin, je peux revenir dessus. En revanche, ce qui n'a pas encore été indiqué, c'est pour la deuxième partie, donc quels sont les documents obligatoire à demander et ça nous fait une transition, toute donnée pour que, je Absolument. puisse, redonner la parole à Christophe sur, les éléments à demander et obtenir de vos sous-traitants et donc qui fait l'objet de cette question. Donc comment vérifier la conformité d'un sous-traitant? On vous donne des exemples plus concrets sur les éléments à demander. En effet, en tant que directeur des opérations, voilà ce que je vois, ce que j'observe et ce que je comprends sur le terrain. Donc, votre donnée d'entrée, c'est le nom de l'organisme de votre sous-traitant. Donc, vous pouvez la récupérer, ce qui va vous permettre, grâce à l'annuaire des entreprises, de vérifier son SIRET, SIREN, de vérifier s'il a bien un numéro de déclaration d'activité, vérifier également s'il a déjà obtenu Calliope et également vous aurez l'information sur le statut juridique de sa structure. Donc ce sont des éléments que vous pouvez d'ores et déjà vérifier de façon autonome, ce qui va vous permettre ensuite d'aborder le point chiffre d'affaires. Donc là, pour le chiffre d'affaires, vous pouvez, en fonction de son statut, vérifier la donnée en lui demandant la déclaration d'URSSAF dans le cadre des micro-entreprises et également le bilan ou le bilan pédagogique et financier dans le cas d'une autre structure qui a un numéro de déclaration d'activité, notamment pour le BPF, pour le bilan pédagogique et financier, depuis plus d'1 an.
Donc, il aura télétransmis son bilan pédagogique et financier. Et là, vous pourrez donc factuellement avoir l'information sur ce document lié à son chiffre d'affaires. Pour, Donc pour, là, euh, pour l'aspect chiffre d'affaires, je t'interromps Christophe, oui, on a une question dans le chat posée par Laura qui demande sur le chiffre d'affaires, le seuil s'observe donc sur un chiffre d'affaires global ou sur uniquement du chiffre d'affaires en formation. On parle d'un chiffre d'affaires global puisque au niveau de la réglementation, si le chiffre d'affaires annuel dépasse donc le seuil qui est de 77 700 euros, euh, on ne peut pas garder un statut microsocial. Il faut passer sur un autre statut, ce qui fait que on va donc sortir du cadre de ce qui est autorisé par le décret. Voilà. donc nous avons vu la partie vérification de l'identité de votre sous-traitant ou futur sous-traitant. La vérification ensuite du chiffre d'affaires et troisième point, vous pouvez vérifier si il est déjà référencé sur la plateforme EDOF, oui, EDOF pardon, via le site de France Compétences. Et donc, en résumé, la donnée de sortie, c'est un contrat de sous-traitance signé qui soit donc conforme par rapport aux exigences liées au CPF. Et autre aspect que nous n'avons pas encore abordé, c'est celle de la situation d'organismes résidant à l'étranger. Donc, nous sommes en train de rédiger un article sur cette thématique, article qui prend du temps sur la rédaction puisque pour l'instant il y a des réponses qui sont laissées un peu dans le flou, mais en tout cas, on réunit tout ce qui existe aujourd'hui pour vous donner une vision plus claire sur les organismes qui font appel, donc donneurs d'ordre qui font appel à des sous-traitants à l'étranger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous faites appel à un sous-traitant pour une action CPF, le financement qui est utilisé est donc géré par la Caisse des dépôts. Donc c'est donc la loi française qui s'applique et que les attentes sont les mêmes que pour un sous-traitant qui serait en France, à savoir NDA et obtention de la certification Calliope. Donc que votre sous-traitant soit en France ou à l'étranger, on lui demande la même chose et s'il est donc à l'étranger, il peut effectuer une demande de NDA avec, là ce sera une étape pour lui, d'avoir un représentant en France qui va lui permettre de faire cette demande. Et après, même principe pour l'obtention de la certification. L'exception qu'il peut avoir, ça va être pour les sous-traitants qui seraient en dehors de l'Union européenne. Et donc là, ce que je vous ai donné comme information concerne uniquement les sous-traitants dans l'Union européenne. Alors, au travers de cette checklist que vous avez, qui vous permettent d'identifier vos sous-traitants concernés et les éléments à leur demander pour vous assurer qu'ils soient concernés ou pas par la certification, vous avez trois solutions, trois voies qui s'offrent à vous. Et donc, ce webinaire fait aussi l'objet d'une interrogation pour nous, ce que vous avez choisi de faire pour, face à ce décret. La première voie, c'est donc de ne pas avoir de sous-traitants, mais des salariés qui représentent autant d'avantages comme d'inconvénients. Donc l'avantage serait qu'il n'y a pas de risque de déréférencement, mais qu'il y a aussi plus de disponibilité sur le management. Mais l'inconvénient, c'est que vous réalisez une activité qui est profitable. Le deuxième point, c'est d'exiger la certification Calliope des principaux sous-traitants. Donc là, vous identifiez les sous-traitants avec lesquels vous travaillez le plus et vous leur demandez de passer le cap de la certification Calliope pour maintenir cette collaboration avec eux et qu'elle reste conforme, notamment sur cette activité sur le CPF. L'inconvénient donc, c'est que si vous faites cet engagement qui ne va pas être complet, c'est que l'engagement donc sera partiel et qu'il y aura certains sous-traitants que vous ne pourrez pas solliciter et qu'il y aura un risque de court-circuit avec les organismes sous-traitants qui ne seront pas intégrés dans cette dynamique au travers de la certification. Et après, donc la troisième possibilité, c'est d'attendre. L'attente, c'est généralement ce qu'on peut observer nous en tant que certificateur et si François était là, il reviendrait plus en détail que moi dessus. Mais c'est souvent ce qui se passe, ce qu'on observe en certification qualité.
avec la réglementation, c'est l'attente, des décrets et là, ce qui est assez particulier, c'est que le décret est sorti, l'obligation est arrivée, mais qu'il y a encore une attente qui est faite et qui, je pense, devrait, se réduire davantage, avec, ces contrôles qui débutent, avec la Caisse des dépôts. Donc les résultats qui devraient arriver, prochainement, pour observer réellement ce qui, pourrait être risqué dans l'activité de formation. Alors, vous avez un sondage qui a été publié aussi, pour répondre, à cette question. Sondage qui peut aussi, intéresser, les organismes sous-traitants qui sont présents, au webinaire puisqu'on a, je pense quelques personnes qui, sont dans cette situation. Donc je vous invite à y répondre pour qu'on puisse avoir une vision, de la voie que vous envisagez pour, votre activité. Pour l'instant, donc on est, sur un volume qui, ne donne pas de tendance, donc on est sur, on a voilà des, alors ça évolue, les résultats changent au fur et à mesure que je parle, donc je vais peut-être attendre que ça passe, mais ce qui ressort en point 1, c'est plutôt l'attente, donc par rapport à ce décret. Est-ce que tu as des commentaires, à apporter, Christophe, en attendant que les résultats soient un peu plus représentatifs des participants? Alors justement, j'étais en train de lire une remarque et une question de Adrien qui, au travers de sa question, demande à préciser la notion de sous-traitant. Alors, il nous dit, si la formation est créée par nous-mêmes, la relation client est faite par nous-mêmes, les contenus sont les nôtres et que la personne intervient uniquement en animation, est-ce considéré comme un sous-traitant? Alors ben oui, 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 c'est en effet un sous-traitant puisque vous aurez une contractualisation entre vous, donneur d'ordre, et ce prestataire dans le cadre de l'animation de la prestation qui va être effectuée. Donc oui, il s'agit bel et bien d'un sous-traitant. Ensuite, concernant les points liés à la stratégie, en effet, hein, par rapport au changement et par rapport à l'évolution réglementaire, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que bah, au démarrage, les clients ont tendance à être attentistes, à voir comment le décret, comment les obligations réglementaires évoluent, afin aussi de voir comment réagit l'écosystème. Aujourd'hui, les choses sont claires. Aujourd'hui, les contrôles démarrent. Donc, c'est dès maintenant qu'il faut non seulement se mettre en conformité par rapport à la réglementation, mais surtout anticiper. Anticiper pour s'assurer non seulement d'être conforme, mais permettre aussi le développement de votre activité, notamment lié au CPF, au financement CPF. Les risques étant importants, l'impact étant important pour votre business, il est important de pouvoir anticiper ces contrôles et il est important de se mettre en conformité. Alors les résultats ont évolué, depuis le début, donc la réponse sur l'attente reste en tête, donc à 32 en tant que donneur d'ordre, donc préféré, attendre ces, contrôles qui, vont arriver et prononcer les premières sanctions, avec éventuellement des risques de déréférencement. La voie qui arrive ensuite à 23 donc c'est d'imposer la certification Qualiopi, aux sous-traitants sans contrepartie. Alors ça, c'est une alternative qui est posée, soit de demander Qualiopi avec, une contrepartie financière ou sans et donc là, le modèle qui est plutôt pressenti pour, la majorité de ceux qui veulent engager leurs sous-traitants dans Qualiopi, c'est de le faire sans, contrepartie. Ensuite, à 13 donc imposer Qualiopi avec une augmentation donc du tarif, donc pour récompenser le fait que le sous-traitant ait passé le cap de la certification Qualiopi et ensuite, l'autre voie à égalité, d'arrêter de sous-traiter et de recruter des salariés. Alors merci pour, vos réponses. On va pouvoir avancer sur, le contenu de la présentation et notamment sur, la voie de la certification Qualiopi pour le sous-traitant.
Alors, il y a eu la question qui a été posée, je ne l'ai malheureusement plus sous les yeux puisque le flux, défile, dans le chat, mais je me souviens avoir vu passer la question: où retrouver le référentiel Calliope pour, le sous-traitant et de savoir si ce référentiel était le même que pour un organisme de formation. Alors, pour la deuxième partie de la réponse, de la question, la réponse est oui, c'est le même, que vous soyez sous-traitant ou pas, le référentiel est le même. Et ce qu'introduit, cette version 9, donc c'est la version 9 du référentiel, c'est un format de la certification Calliope qui va s'adapter à la situation du formateur sous-traitant, puisque, on l'a vu, d'ailleurs dans la question que tu as traitée, Christophe, sur, donc, le participant qui décrivait, tout ce qu'il a fait, Mhm. sur son action et le périmètre du sous-traitant. Eh bien, on identifie assez simplement que le sous-traitant ne fait pas tout. C'est pas lui qui va communiquer sur l'offre, c'est pas lui qui va concevoir l'offre et donc on ne peut pas lui demander le même niveau d'exigence sur la certification Gallup. Donc certains critères ne seront pas enfin certains indicateurs ne seront pas concernés. On passe de 32 indicateurs à 29 et donc on a une version qui est plus simplifiée de ce référentiel, pour, le sous-traitant. Et dans la majorité des cas, étant donné que le sous-traitant intervient déjà pour le compte de son donneur d'ordre, il a, peut-être 90 du travail qui est déjà fait, en termes de conformité, puisque son donneur d'ordre lui demande déjà d'être conforme à Calliope. Et là, ce qui va être attendu, c'est qu'il justifie lui-même, par des documents, qu'il est conforme à cela. En termes de budget, Christophe, combien coûte, la certification Calliope pour un sous-traitant qui souhaite s'engager? Également un indicateur pour, les, donneurs d'ordre qui souhaitent, faire passer le cap à leurs sous-traitants. Donc, le budget, il est environ de 1 190 €. 1 190 € qui inclut cette partie audit initial proprement dit. Donc, à minima 7 journées, donc une journée d'audit que vous ferez en face de votre auditeur, puisque réglementairement, cet audit initial se réalise en présentiel, plus les frais techniques. Les frais techniques inhérents au traitement de votre dossier, l'émission du certificat et le fait que nous, en tant que certificateur, nous allons vous référencer sur la plateforme du ministère en tant qu'organisme de certification organisme de formation, pardon, certifié Calliope, et les financeurs pourront donc vous trouver. 1 190 €. À cela, vous avez les frais de déplacement de votre auditeur, puisque en termes de frais de mission, l'auditeur viendra à votre rencontre pour réaliser cet audit initial en présentiel. Donc, on est à partir de 60 € dans le cadre des frais de mission de votre auditeur. Ce qu'il vous faut prendre également en compte, c'est l'espace d'élaboration en ligne. Nous en avons parlé rapidement en introduction, la possibilité de constituer directement votre dossier dans le compte que vous avez créé sur notre plateforme Noé. Cela va vous permettre de structurer votre dossier et le jour J, le jour de l'audit initial, cet espace s'activera côté auditeur qui verra donc vos preuves bien classées, bien rangées et vous permettra donc de ne faire que la démonstration du dossier que vous avez élaboré. 98 € pour cet espace d'élaboration. Et le pré-audit, c'est l'audit blanc. Vous êtes dans les véritables conditions de l'audit initial. Vous allez faire un entraînement, donc à partir de 2 heures, vous permettant ainsi d'éprouver votre dossier, de démontrer votre conformité par rapport au référentiel en face de nos auditeurs, ce qui va vous permettre de tout de suite savoir si vous avez des axes d'amélioration sur le dossier que vous avez constitué, mais également de vous rassurer afin d'être fin prêt pour le jour J. Prenez note que l'élaboration et le pré-audit sont deux options. Ce ne sont pas des obligations, mais ce sont des options qui vous permettent d'optimiser votre préparation pour cet audit initial. Ensuite, après la certification, après le passage de votre audit initial, vous êtes donc certifié Calliope, très bien. Il y a la partie maintien du certificat. Cette partie, évidemment, l'objectif, c'est de s'assurer que suite à l'obtention de votre certificat, que vous soyez toujours conforme par rapport aux exigences du référentiel. Eh bien,
Sur cette partie maintien de certificat, chez ICPF, nous avons pris le parti de mettre en place une redevance annuelle à la date anniversaire de votre certificat pour vous permettre de financer progressivement le maintien de cette certification. 523 euros pour cette redevance annuelle. Ensuite, concernant le budget, alors ce sont plutôt des nouveautés que l'on propose, notamment pour, les organismes donneurs d'ordre, des options, toujours, hein, mais qui peuvent être proposées, également aux sous-traitants. Donc 2 passes, le pass Serenity et le pass Group, qui vous permettent d'avoir un niveau de service supérieur, un niveau de service premium pour, pouvoir simplifier, optimiser la gestion de la démarche qualité. Donc ça va se traduire, sur, 3 axes. Le premier, ça va être d'avoir des interlocuteurs dédiés, donc notamment un chef auditeur, une chef auditrice et un chargé de planning pour assurer, la revue des audits et la planification, anticipée des audits. Le deuxième point, c'est des options offertes, notamment comme une assurance report ou, sur, la partie planification urgente des audits. Si, vous apercevez un peu trop tard que l'audit doit être planifié, c'est une option qui peut être offerte. Également des réductions sur, des offres, ICPF Pro ou ISO et le troisième point, c'est un traitement prioritaire de vos demandes, pour obtenir des retours, le plus vite possible. Donc Pass Serenity qui concerne les organismes avec un seul NDA et le Pass Group pour les organismes avec plusieurs NDA, qui auraient besoin de pouvoir, rassembler la gestion et de ne pas faire du cas par cas, mais plutôt, avoir une vision centrale de l'état de la certification, pour, l'ensemble du groupe. Cette option est disponible à partir de 1 130 € et peut, varier en fonction du nombre de NDA que vous avez dans l'organisation. Alors on est donc sur la conclusion du webinaire en 3 points. Le premier, c'est que, pour vous, en tant qu'organisme donneur d'ordre, la sous-traitance c'est un sujet essentiel, c'est un sujet sur lequel vous êtes responsable et sur lequel vous avez un risque, de déréférencement qui pourrait impacter la rentabilité et la notoriété de votre activité. Le deuxième point, c'est que, les sous-traitants sont impactés par cette exigence puisque c'est à vous de leur demander l'obtention de la certification pour assurer justement le maintien, du référencement. Donc cela passe par l'obtention de la certification Qualiopi. Et enfin, le troisième et dernier point, c'est que pour assurer, ce niveau de conformité, ce niveau de qualité dans la sous-traitance des actions, CPF, c'est que le législateur, la gouvernance va effectuer, des contrôles au travers de la Caisse des dépôts et donc cela fera l'objet d'une campagne de télédéclaration, qui va être remise pour laquelle ensuite vont être effectués des contrôles plus précis en fonction des résultats obtenus. Alors Christophe, quelle, solution peux-tu proposer pour, les personnes qui souhaitent avoir davantage de contacts pour s'engager dans cette démarche? Bien évidemment, nous sommes disponibles pour engager l'échange avec vous. Notre objectif va être de vous faciliter l'engagement de l'ensemble de vos sous-traitants dans cette démarche de certification. Premier point, leur faire comprendre, tout comme nous l'avons fait aujourd'hui lors de ce webinaire, l'importance de cette certification, que ce soit pour vous, pour eux, mais également pour vous en tant que donneur d'ordre. Deuxièmement, leur montrer, leur faciliter, opérationnellement cette démarche sur la plateforme, afin de faire une demande, d'obtenir une proposition et donc de s'engager dans ce process de certification. Troisièmement, le fait que le certificateur soit, à vos côtés, avec vous, appuyant cette demande, de votre part auprès de vos sous-traitants à s'engager dans cette démarche de certification, cela a beaucoup plus de poids et surtout, cela va permettre de, pouvoir fluidifier le process. Ce que nous faisons généralement, c'est, premièrement de convenir d'une date, d'échange, généralement, de façon dématérialisée, donc à travers une visioconférence, afin de pouvoir s'assurer, que l'ensemble de vos sous-traitants
aient le même niveau d'information. D'accord. Donc cela sera soit avec moi, soit avec une des assistantes à la certification, donc Anya ou Maria, afin de leur présenter la démarche, leur présenter le processus et répondre bien sûr à l'ensemble de leurs questions, hein, afin de les rassurer, de leur faire comprendre cette démarche. Et enfin, directement à travers ce rendez-vous, nous ferons une démonstration de la puissance de notre plateforme, de la puissance de Noé, afin de leur faire comprendre la simplicité de réalisation d'une demande, et également grâce à la plateforme, la simplicité dans le cadre de la constitution de leur dossier. Et il sera également possible à travers cet échange, bien sûr de répondre à l'ensemble de leurs questions pour leur permettre de prendre une décision éclairée à l'issue de cet échange. Pour vous, donneur d'ordre, c'est un gain de temps. Comme je disais, c'est l'apport crédibilisant de la part du certificateur euh, étant donc organisme tierce partie et étant justement leader sur la qualité en formation professionnelle. Et enfin, ça va permettre aussi de pouvoir, vous, continuer à être serein dans le cadre de la pérennité de vos activités, notamment liées à la plateforme EDOF et les financements CPF. Voilà, donc notre équipe est joignable soit sur prise de rendez-vous, vous avez un lien qui a été partagé, ou alors vous avez la ligne qui est disponible 01 82 83 56 40. Alors nous sommes dans la partie questions-réponses. Avant toute chose, je vous partage donc quelques rappels. Vous allez recevoir à la fin de la présentation, donc d'ici quelques minutes, un email contenant une enquête de satisfaction par rapport à ce webinaire. Et à la fin de cette enquête, vous retrouverez deux liens. Le premier, c'est le support en PDF et le deuxième, un lien pour accéder au replay de la présentation. Alors, je vous rappelle donc que pour poursuivre ou entamer vos démarches, l'objectif pour vous est de les faire depuis la plateforme Noé, donc pour ce qui va être de la planification d'audit, l'obtention de propositions, et vous avez donc nos contacts qui sont toujours présents en bas à gauche pour effectuer vos démarches. Alors, Christophe, as-tu identifié une ou plusieurs questions que tu souhaites aborder maintenant? Justement, j'avais commencé à répondre à un de nos participants qui présentait son cas et se demandait s'il était encore nécessaire de conserver Calliope dans le cadre de prestations en sous-traitance. Je vais retrouver cette question. Alors, j'en traite une en attendant que Je tu t'en la prie. retrouves. Une question d'Amandine. Pouvez-vous rappeler le seuil maximum de pourcentage de sous-traitance des heures d'animation des formations certifiantes? Alors, le seuil à dépasser n'est pas en nombre d'heures, il est en termes de chiffre d'affaires. Et donc, le seuil est de 80%. Donc, vous pouvez sous-traiter jusqu'à 80% en termes de chiffre d'affaires de ces formations et réaliser vous-même 20% avec des salariés. Alors, je prends une Oui. autre si Alors, tu je souhaites. l'ai retrouvé, Ah, c'est bon. vas-y, je t'en prie. Question de Régis. Qualifié Calliope pendant 4 ans jusqu'au 9 novembre 2024, j'ai enclenché un emploi en retraite. À cette période, et l'établissement hospitalier pour lequel j'animais a renouvelé mon intervention pour 2025 en sous-traitant pour réaliser cette année des formations. Dois-je renouveler ma certification Calliope? Donc là, de ce que je comprends, Régis n'a plus cette certification Calliope, donc il l'a perdue. Si en tout cas, Régis, vous l'avez encore, vous aviez fait le plus difficile en obtenant cette certification, donc il est donc crédibilisant et valorisant pour votre activité de la conserver. Surtout si le centre hospitalier a enfin, est référencé
et peut permettre les financements par le CPF. Donc là, pour vous, on en revient à ce que Thomas présentait, c'est d'abord votre statut, ensuite le chiffre d'affaires que vous générez sur votre activité, afin de savoir ou pas si vous avez cette obligation réglementaire de certification. Et une réaction, de ma part, donc genre je n'ai pas le détail de ce retrait de certification ou enfin l'interruption. En tout cas, je trouve dommage de pouvoir, obtenir la certification Calliope et de l'arrêter, alors que vous avez, bâti vous-même un patrimoine et que vous pouvez, revendre la structure. Aujourd'hui, un organisme certifié Calliope, ça a de la valeur. Et plutôt que de d'arrêter à cet endroit-là, le fait de penser à vendre cet organisme, pour vous, ça peut avoir de la valeur. Donc après, peut-être que c'est ce qui a été fait, mais en tout cas, je passe le message à d'autres organismes si, vous vous posez la question de ce que vous pouvez faire de l'organisme certifié si vous souhaitez arrêter l'activité. Alors une question de Sarah: «Lorsqu'on fait appel à un sous-traitant, doit-il utiliser nos, documents, type enquête, Mmh. convocation, feuille d'émargement ou peut-il utiliser ses propres documents?» Alors dans le cadre de l'obtention de la certification Calliope, il va, devoir utiliser vos documents, et donc il pourra les utiliser lui-même sur, la présentation des preuves. C'est vraiment au cas par cas en fonction des indicateurs, mais dans certains sur certains indicateurs, il pourra produire lui-même, ces documents-là, donc lui mettre à disposition. C'est, quelque chose qui va pouvoir lui faciliter, la préparation et l'obtention de la certification. Alors, question de Cécile: «Est-ce qu'un formateur non salarié de l'OF qui ne fait qu'animer la formation, est considéré comme un sous-traitant?» Oui, oui, oui. Dès que vous avez un intervenant qui n'est pas salarié, il est, sous-traitant de l'organisme. Donc ça rejoignait le cas que tu as Mmh. traité un peu plus tôt. En effet, je vois que Julien nous a également posé la question euh, concernant les financements, mais pas liés aux formations CPF. Donc, il nous indique, les formateurs doivent-ils être certifiés Calliope, même si nous ne délivrons pas de formation CPF? Quels sont les risques? Donc là, on en a déjà parlé. Alors, de mon point de vue, euh, le fait que vos sous-traitants, vos éventuels sous-traitants soient certifiés Calliope, c'est de toute façon gage de qualité dans les prestations qu'ils font et c'est une valeur ajoutée pour vous et surtout, c'est de la sérénité. Donc, là encore, hors CPF, il n'y a pas d'obligation pour le moment réglementaire liée à la certification Calliope, mais c'est un gage de qualité. C'est bien sûr, comme je le disais, crédibilisant et c'est une valeur ajoutée pour le développement de l'activité, puisque cela permet aux clients de savoir qu'ils peuvent faire une demande de financement conforme. Parce que, comme le disait Thomas, là aujourd'hui nous nous sommes focalisés sur les financements liés au CPF, mais vous avez d'autres types de financements mutualisés, que ce soit les régions, France Travail également, ou les OPCO, les OPCO. Et donc là, c'est du financement que votre client souhaitera obtenir en contractualisant pour votre prestation. Alors, question suivante posée par Armel. Donc, et si c'est un expert, avocat, journaliste et qu'il intervient 3 fois par an, donc on doit donc lui demander d'avoir un NDA? La réponse est oui. Et deuxième question, à combien de temps estimez-vous le temps administratif pour demander un NDA? Alors, je vais demander à Christophe de répondre puisque Ouais. je pense que tu as plus de retours que moi sur cette question. En effet, concernant la demande de numéro de déclaration d'activité, en moyenne, vous êtes sur des délais compris entre
3 semaines, un mois. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est une demande qui se fait directement en ligne hein, sur le site de la DREETS de votre région. C'est également une démarche administrative, mais l'important, c'est de la lancer afin qu'elle suive son cours, vous permettant dans le cadre de l'obtention d'une certification Qualiopi, de vous focaliser sur votre bonne préparation. Question de Florence, la convention avec le client final est-elle au nom du donneur d'ordre ou au nom du sous-traitant? Et comment se formalise la sollicitation d'un sous-traitant dans une convention de formation? Alors, ce que je peux vous préciser au travers du sujet qu'on a abordé, donc du décret, c'est que le donneur d'ordre, pardon, est responsable de, l'activité de formation et donc là, sur la convention, le principe est donc le même, c'est qu'elle est au nom du donneur d'ordre. Même si, le sous-traitant intervient, c'est vous, en tant que donneur d'ordre, qui êtes responsable de cela. Et après pour, ce qui est de la formalisation, vous avez présenté donc dans le support des modalités sur, la rédaction de celle-ci, donc je vous invite à vous y référer. Il y en a, 6 plus précisément. Alors on a traité une bonne partie des questions. Il doit encore en rester, je regarde cela. Ah, j'en réponds à une dernière. Vas-y, bah, on a encore une dizaine de minutes, donc Une dizaine de minutes? on peut les traiter. Ok. Vas-y. Donc Bruno nous écrit, est-ce que le fait d'avoir envoyé sa demande de NDA suffit à pouvoir produire une formation sans attendre la validation? Alors, pour faire votre demande de numéro de déclaration d'activité, vous devez notamment fournir une convention de formation signée. Donc, on part du principe que la date de réalisation de la dite prestation se fera a posteriori du dépôt de votre demande de numéro de déclaration d'activité. Donc, en effet, cette première prestation de formation qui va donc être réalisée se fera après le dépôt de votre demande. Alors, je regarde s'il y a des nouvelles questions. Certaines ont été posées en double, donc je ne reviens pas dessus. Certaines peuvent sortir un peu du cadre et d'autres demandent une compétence technique que je n'ai pas. Je ne sais pas si toi tu les as, Christophe, pour les traiter. Par exemple, la question de Jennifer, est-ce que le contrat de formateur occasionnel engage à faire 30 jours ou plus? Est-ce 30 jours dans la même structure ou quelle que soit la structure? Effectivement, c'est un élément de détail qui euh, est quelque peu flou. Nous n'avons pour le moment pas la capacité de répondre à cette question. Euh, Par contre, nous pourrons effectivement faire remonter le point au niveau de notre direction technique pour y voir plus clair. Donc, Jennifer, la question est intéressante et nous allons faire en sorte de trouver la réponse adéquate. Alors, j'ai une question de Laura. Si on prend un exemple concret, j'ai besoin d'un sous-traitant pour une formation financée par un OPCO. Le sous-traitant est par exemple en SASU, il doit avoir un NDA, plus Qualiopi, est-ce bien cela? S'il est en micro-entreprise et qu'il ne dépasse pas le chiffre d'affaires, il n'a pas besoin de Qualiopi. Alors, le, on est à 90% dans le bon sens dans cette réflexion, sauf que votre point de départ n'est pas le bon, puisqu'on parle de financement OPCO. Et donc, aujourd'hui, le périmètre du décret, c'est uniquement le CPF. Et donc, en partant de là, toute la suite ne s'applique pas.
sauf le NDA bien sûr, puisque le NDA c'est tout type de formation, hein, c'est dès que vous faites appel à un sous-traitant. Par contre, Calliope, ça n'en fait pas partie. Pour tout ce qui est des financements OPCO, les sous-traitants, actuellement en tout cas, on ne leur demande pas la certification Calliope. Ensuite, je réponds à Florence. Je pense que Thomas, tu lui avais déjà répondu. Qui émet la convention de formation, le donneur d'ordre ou le sous-traitant? C'est en effet le donneur d'ordre qui est maître du déroulé pédagogique. C'est lui qui contractualise avec l'apprenant euh, dans le cadre de la prestation à réaliser. Donc la convention de formation est émise par le donneur d'ordre. Bon, je ne vois pas d'autres questions. Peut-être Christophe, terminer sur la partie témoignage. Donc je vois qu'on est dessus et Mhm. avant, en préparant le binaire, on avait échangé notamment Ouais. sur des cas qu'on avait reçus récemment. Euh, En effet. dans ton expérience, toi, qu'est-ce que tu as pu observer sur les sous-traitants qui s'engagent au fur et à mesure dans la certification Calliope? Donc aujourd'hui, ce que nous observons, c'est déjà une lucidité et une prise de conscience. Donc aujourd'hui, les professionnels comme certains d'entre vous aujourd'hui, qui sont uniquement en sous-traitance, ont ce souhait de justement passer la certification Calliope pour être en conformité pour leur donneur d'ordre, parce que ce que nous voyons sur le terrain, c'est que dans le cadre du CPF, les donneurs d'ordre vont bien évidemment le signifier à leurs sous-traitants, mais également, même certains donneurs d'ordre euh, qui ne sont pas cantonnés au financement CPF, euh, même pour les autres types de financement, hein, hors CPF, ils vont quand même attendre de leurs sous-traitants d'être certifiés Calliope pour plus de sérénité. Donc aujourd'hui, voilà, il y a une mise en œuvre qui se réalise et nous avons des sous-traitants qui même viennent de créer leur activité, ils sont 100% en sous-traitance et décident de s'engager dans cette certification Calliope. Ce qu'il faut également prendre en compte, c'est que les donneurs d'ordre aujourd'hui ont tout intérêt à jouer le jeu dans le cadre des documents à fournir aux sous-traitants pour la constitution de leur dossier, hein, de leur dossier pour le passage de Calliope. Donc aujourd'hui, vous, pour ceux qui sont sous-traitants et qui souhaitent passer cette certification, euh, n'hésitez pas à solliciter votre donneur d'ordre pour obtenir justement les éléments que vous n'avez pas hein, pour constituer votre dossier et passer une certification de façon conforme. D'ailleurs, à l'écran, on avait en haut à droite les témoignages d'une de nos clientes, donc Rebecca, qui, dans mes souvenirs, avait passé le cap de la certification quelques mois après l'apparition du décret, qui entre-temps est partie au Canada pour poursuivre son activité, donc avec toujours cet aspect intervention sur des actions de formation financées CPF pour un donneur d'ordre qui est basé donc en France et avec qui elle continue de collaborer encore aujourd'hui. On arrive à la fin de ce webinaire, donc merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Merci pour vos questions. Cette interaction m'a fait plaisir donc de pouvoir évaluer toujours votre compréhension des sujets et aussi la nôtre pour augmenter ce volume d'informations sur cette thématique de la sous-traitance qui continue de bouger, même si le décret, ça fait plus de 1 an et demi, 2 ans que ça a été publié. Merci à vous et Christophe, je te laisse ajouter aussi quelques mots en conclusion. Merci pour ce temps, pour votre présence. Merci pour vos questions pertinentes. Mon équipe et moi-même restons ouverts et dans l'attente de votre retour concernant vos éventuelles questions liées à cette démarche de certification, concernant également votre souhait d'engagement dans cette démarche de certification. Nous vous disons à très vite sur la plateforme Noé. Merci, au revoir. Au revoir.